C'est 2017 K2. Cette comète, vous en avez déjà très probablement entendu parler au moins une fois. Il faut dire que la petite comète est assez singulière et est un de ces objets qui est une relique de la formation de notre système. Mais justement, quelles sont les origines de cette comète? En quoi est-elle si particulière? Quels sont les records qu'elle a battus lors de sa découverte? Et comment pouvez-vous, vous aussi, tenter de l'observer? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Mais avant, et comme d'habitude, et si cet épisode vous plaît, je ne peux que vous encourager à vous abonner et à le partager. Sur ce, je vous propose de nous retrouver juste après pour parler de ces 2017 K2 Pan-STARRS, une comète pas comme les autres. Pour commencer cet épisode, l'histoire que je voulais vous raconter m'oblige à remonter à il y a 5 ans, en 2017. Cette année-là, le public ne me connaissait pas et le programme Pan-STARRS, acronyme de Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, allait permettre la découverte d'une comète. Alors, je ne vais pas particulièrement m'attarder sur ce point, car ce n'est pas vraiment le sujet de cet épisode. Mais Pan-STARRS, c'est quoi au juste? Eh bien, pour le résumer rapidement, il s'agit de 2 télescopes, le dernier datant de 2020, d'1,8 m de focale. Ceux-ci, installés sur le volcan Haleakala sur l'île de Maui à Hawaï, ont pour objectif de scanner le ciel, ou du moins une partie à la fois en continu. Le programme permet ainsi de découvrir beaucoup de planètes mineures, astéroïdes et comètes, comme C2017K2 justement. Et déjà, lors de sa découverte, C2017K2 se démarque de la plupart des comètes. Alors qu'elle se situe encore au-delà de l'orbite de Saturne, la comète montre déjà des signes d'activité et la présence d'un halo de poussière et de gaz de 100 000 km est détectée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une seule comète est alors connue pour avoir montré des signes d'activité en étant encore si éloignée de notre Soleil, la comète Hale-Bopp, aussi connue sous le doux nom de C 1995-O1. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. En remontant dans d'anciennes données de l'Observatoire Canada-France-Hawaï à Hawaï, la comète est trouvable dans des données datant de 2013 et montre déjà des signes d'activité alors qu'elle se situe entre les orbites d'Uranus et de Neptune. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Alors, même si on ne connaît pas évidemment la comète dans ses moindres détails, on sait déjà un petit paquet de choses sur elle. Des observations, dont une réalisée par le télescope spatial Hubble, permettent d'estimer la taille de son noyau à 18 km. On sait aussi que le début de son activité cométaire ne vient pas, comme pour la plupart des comètes, de glace d'eau. Il s'agit plutôt ici de dioxygène, de monoxyde de carbone, de dioxyde de carbone et d'autres molécules légères. Ce que cela signifie, c'est que ces éléments n'ont pas encore été chassés de la surface de petits corps glacés par un précédent passage près de notre étoile. Ces éléments résistent en effet très peu à un passage entre guillemets près du Soleil et sont les premiers à s'évaporer de la surface d'une comète. De plus, des analyses de sa trajectoire montrent que la comète provient vraisemblablement du nuage d'Oort, ce gigantesque réservoir de comètes situé aux confins du système solaire et s'étendant sur une année-lumière dont j'ai parlé il y a peu dans un épisode que je vous mets en fiche et en description. En fait, en termes d'activité, elle a été la comète active la plus éloignée du Soleil connue à ce jour, avant que ce titre ne lui soit ravi par la comète Bernardinelli-Bernstein et son noyau de quelques 137 km.
Mais du coup, comment observer cette comète? Sachez d'abord qu'il faudra impérativement vous munir d'une paire de jumelles ou d'un petit télescope et de préférence sous un ciel sans trop de pollution lumineuse comme de l'éclairage public, domestique et j'en passe. Ensuite, en début de nuit vers 23h30, il faut se tourner dans la constellation du Serpent où C2017K2 se trouve actuellement et dérivera lentement vers la Balance et le Scorpion avant de devenir invisible dans notre hémisphère à la fin du mois d'août, devenant de plus en plus basse sous l'horizon. Pour planifier votre observation, je ne peux donc que vous conseiller d'utiliser une bonne carte du ciel, comme Stellarium, qui vous permettra facilement de voir où et quand la trouver. En attendant, c'est ici que je vous quitte pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.